Chapitre un inconnu du quai 3. Il y a dans certaines rencontres un parfum de destin, subtil, presque imperceptible, mais entêtant comme un murmure trop proche de l'oreille. Cette histoire commence par un regard volé, dans un lieu qui ne promettait rien et qui a tout bouleversé. Elle aurait pu passer à côté, mais elle s'est arrêtée, et il l'a vue. Le quai 3 de la gare de Lyon sentait le métal chaud et le café brûlé. Juliette avait toujours aimé l'atmosphère. Suspendue des gares, cette sensation de départ possible, d'effacement provisoire. Elle ne prenait ce train que pour une réunion à Avignon, mais ce matin-là, elle portait son manteau noir comme une armure, ses bottines cirées comme des armes de politesse. Elle attendait, distraite, téléphone en main, lorsqu'elle sentit un frisson remonter lentement sa colonne vertébrale. Pas de vent, juste cette sensation aiguë d'être regardée. Elle releva les yeux. Il était là, de l'autre côté du quai, immobile, les mains dans les poches, un visage anguleux, sévère, presque mélancolique. Il ne souriait pas, mais il ne fuyait pas son regard non plus. Juliette soutint, quelques secondes de trop, une tension invisible vibrait entre eux, fine comme un fil électrique prêt à claquer. Elle cligna des yeux, rompit le contact, et monta dans le train. Mais, il était là, lui aussi, même wagon, quelques rangs devant. Sans un mot, tout le trajet fut un supplice d'anticipation. Elle ne savait rien de lui, mais son esprit, déjà, fabriquait des scénarios. Il lisait, lentement, un roman aux pages cornées. Parfois il levait les yeux vers la vitre, jamais vers elle. Elle se demanda si elle l'avait imaginé, si ce regard partagé n'était qu'un reflet dans le miroir de son ennui. Le train s'arrêta. Avignon. Il descendit avant elle, sans se retourner. Elle le suivit du regard, mais il se perdit dans la foule. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, elle se sentit ridicule, ébranlée par quelques secondes de tension. Il ne s'était rien passé, et pourtant, il lui manquait déjà. Elle resta, éveillée longtemps. L'image de ce regard refusait de la quitter. Une semaine plus tard, Paris. Elle prenait rarement le métro à cette heure-là. Mais ce soir-là, elle décida de marcher un peu, puis descendit à Bastille. Ligne 1. Elle entra dans la rame presque vide. Il était là, assis, seul, les mêmes yeux. Cette fois, c'est lui qui la vit d'abord. Il la fixa, longuement. Elle s'approcha, lentement, debout devant lui. Il ne bougea pas. Le métro démarra. Les bruits de métal étaient comme étouffés. Elle ne parla pas, lui non plus, mais ses yeux la suivaient comme des mains invisibles. Puis il se leva, juste avant Nation, se pencha légèrement vers elle. Trop près, une odeur de cuir, de pluie. Descend, un murmure, une injonction. Son cœur explosa dans sa poitrine. Elle hésita, une seconde, deux, et descendit. Ils marchèrent sans se parler. Une rue sombre, d'âmes réverbères vacillant. Elle aurait dû avoir peur, mais non. Son corps, au contraire, vibrait, comme s'il savait ce que son esprit refusait de formuler. Il s'arrêta devant une porte, un ancien immeuble haussmannien. Il ouvrit, sans un mot. Elle entra. Il ne la toucha pas. Ce soir-là, il servit un verre de vin, lui demanda son prénom. Rien de plus. Mais dans chaque silence, il y avait une tension insoutenable. Dans ses gestes, une précision presque chirurgicale, comme s'il attendait, comme s'il savait que le désir est plus puissant lorsqu'il est contenu. Elle rentra chez elle à l'aube, en état de choc. Rien ne s'était passé, et pourtant tout avait commencé. Le lendemain, elle attendait un message. Rien, pas un mot. Mais il avait glissé un livre dans son sac. Elle le trouva en rentrant. Un recueil de poèmes de Paul Éluard. À l'intérieur, une phrase soulignée « J'ai fermé les yeux pour ne plus voir que toi ». Son souffle se coupa. Elle le revit, une fois, puis deux, toujours par hasard, toujours dans un endroit inattendu. Mais jamais elle ne lui posait de questions. Il semblait surgir du néant et disparaître aussi vite. Et à chaque fois, le lien se renforçait, invisible mais indestructible. Juliette sentait sa vie basculer doucement. Elle, l'architecte, de ses jours, devenait la spectatrice d'un récit qu'elle ne contrôlait plus. Chaque rencontre la marquait un peu plus. Son rire devenait plus rare, ses nuits plus agitées. Elle finit par lui demander « Tu me suis ?» Il sourit. « Non,
Je suis là où tu regardes. Et ce fut pire. La pluie tombait finement sur les toits de Paris, traçant des veines translucides sur les vitres de l'appartement de Juliette. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle fixait la même ligne du même paragraphe. Ses yeux parcouraient les mots, mais son esprit restait coincé ailleurs. Avec lui, cela faisait 12 jours qu'elle ne l'avait pas revu. 12 jours de vide, d'attente irrationnelle, de tension suspendue. Elle ne connaissait même pas son nom. Il ne lui en avait jamais donné. Et elle n'avait pas demandé. C'était un pacte tacite. Ne pas définir pour ne pas limiter. Ne pas contrôler. Juste ressentir. Mais l'esprit humain n'aime pas les zones d'ombre. Et le sien, plus encore. Elle se surprenait à le chercher dans la foule, à guetter son reflet dans les vitrines, à tendre l'oreille dans le métro au moindre éclat de voix grave. Chaque silhouette masculine devenait une possibilité. Chaque inconnu, alors, une nuit, elle rêva de lui. Il la tenait par la nuque, doucement, la regardait sans la toucher. Et dans ce rêve, il pleurait, silencieusement. Cela la réveilla en sursaut, le cœur battant trop fort pour être rendormi. Le lundi suivant, elle reçut une enveloppe, pas timbrée, glissée sous sa porte. Elle la retourna plusieurs fois dans ses mains. Aucune écriture, juste son prénom, tracé au graphite. À l'intérieur, une photographie, une ruelle, pavé ancien, mur couvert de lierre, une lanterne suspendue. Elle reconnut l'endroit, le marais, près de l'ancienne librairie russe. Au dos, 3 mots de main. 22 heures. Elle s'y rendit. Pas une seconde d'hésitation. Il faisait froid, mais son sang vibrait d'adrénaline douce. Lorsqu'elle arriva, il était déjà là, appuyé contre le mur, les mains dans les poches, comme lors de leur première rencontre. Il ne dit rien, elle non plus. Il se détourna et marcha. Elle le suivit. Rue étroite, puis une porte noire. À l'intérieur, un escalier de bois ancien, grinçant sous leurs pas. L'appartement était minuscule. Un seul fauteuil, une pile de livres, une lampe à lumière douce. Une grande toile, au mur, abstraite, rouge et gris. Il s'assit, l'observa. Longtemps. Pourquoi tu es venu? Elle haussa les épaules. Je n'ai pas su rester. Il la fixa. Tu sais ce que je suis? Elle ne répondit pas. Pas parce qu'elle l'ignorait, mais parce que la réponse importait peu. Ce qu'il était lui échappait, comme s'il appartenait à un autre rythme, une autre logique. Il ne cherchait pas à plaire, il attirait, il ne séduisait pas, il troublait. Je ne suis pas bon. Pour toi, je ne t'ai jamais demandé d'être bon. Ils ne s'embrassèrent pas, ce soir-là encore, mais il la toucha, pas avec les mains, avec les mots, les regards, les silences. Il lui parla de ses lectures, de Pessoa, de Marguerite Duras, de l'idée qu'on peut aimer quelqu'un comme on aime une idée douloureuse, parce que l'on sait que cela ne durera pas. Et que, précisément, c'est ce qui rend tout incandescent. Juliette ne comprenait pas tout, mais elle ressentait tout. Et c'était plus violent encore. Les jours suivants furent flous. Elle travaillait mal, dormait peu, écrivait dans ses carnets sans relire ce qu'elle jetait. Il s'insinuait en elle comme un parfum obsédant. Puis, un soir, il vint chez elle, sans prévenir. Il ne frappa pas. Il était là, devant sa porte, sous la pluie, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle le laissa entrer. Il enleva sa veste, mouillée, sans rien dire. Elle lui servit du thé, qu'il ne toucha pas. Ils restèrent debout, à se regarder. Il tendit la main, toucha sa joue. Une simple caresse, mais qui la brisa de l'intérieur. Tu devrais me dire non. Tu le veux vraiment. Il ferma les yeux. Non. Et pourtant, il resta. Ce soir-là, ils dormirent ensemble, pas comme des amants, comme deux êtres accrochés au bord de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Il la regarda dormir. Elle fit semblant de ne pas le savoir. Quand elle se réveilla, il était parti. Mais sur la table, une phrase griffonnée sur un papier déchiré, « Je ne suis qu'une fracture que tu refuses de refermer ». Chapitre 3. Les fragments du réel. Juliette ne comprenait plus ses journées. Elles passaient comme des nuages lourds, épaisses, lentes, irréelles. Les objets, les visages, les voix des autres semblaient venir d'un monde parallèle. Elle fonctionnait, oui, mais elle ne vivait plus qu'à travers les interstices, ces moments volés, suspendus, où il apparaissait. Il ne promettait jamais rien, ne s'expliquait jamais, mais toujours il revenait.
Une fois dans une ruelle du 5e, une autre devant un cinéma fermé. Un soir, simplement assis sur les marches de son immeuble, à l'attendre comme si c'était lui qui habitait là. Elle ne savait toujours rien de lui. Il ne parlait jamais de son travail, ni de sa famille, ni de son passé. Chaque tentative d'approche plus directe était déviée, élégamment mais fermement. Il ne laissait que des fragments, comme les pièces d'un puzzle dont il aurait caché l'image finale. Un jour, elle osa: Tu es marié. Il haussa un sourcil, amusé. Pourquoi? Tu veux savoir où je dors quand je ne suis pas là? Elle ne répondit pas. Il s'approcha d'elle, trop près encore une fois, et glissa, doucement: Je dors partout où tu ne veux pas me trouver. Elle commença à noter ses apparitions dans un carnet, pas pour se souvenir, mais pour essayer de comprendre un motif, une logique. Il n'y en avait pas. Ou plutôt, il y en avait une mais qui lui échappait encore. Un soir, elle trouva une photo glissée dans son sac. Ce n'était pas lui, c'était elle, endormie, dans son propre lit. La peur lui traversa la peau, mais elle ne dit rien. Au fond, elle savait. Il avait cette manière de franchir les frontières sans faire de bruit. Elle décida de lui poser une condition. Elle voulait une nuit, une vraie, entière, pas ces fragments volés, pas ces absences trop longues. Il sourit doucement. Tu veux la vérité? Une nuit entière, c'est une promesse. Et je ne suis pas fait pour promettre, seulement pour hanter. Et pourtant, il vint. Ce fut une nuit sans mots, sans geste appuyé, mais pleine de cette tension brûlante qui les liait depuis le début. Il la frôla du regard comme on frôle une blessure qu'on ne veut pas réveiller. Elle ne le toucha pas, pas vraiment, mais leur peau était si proche que l'air lui-même semblait complice. À l'aube, il se leva, alluma une cigarette alors qu'il ne fumait jamais devant elle, et dit presque pour lui-même: Tu ne devrais pas t'attacher à quelqu'un qui ne laisse pas de traces. Elle répondit, la voix blanche: Mais c'est justement ça, tu ne laisses rien, sauf moi. Elle ne le revit pas pendant 3 semaines. Elle sombra. L'absence prit la forme d'une douleur réelle, physique. Elle croyait à la dépendance affective. Non, c'était autre chose. C'était comme si ce lien n'était pas sentimental, mais organique, comme si sa peau appelait la sienne sans qu'elle puisse s'y opposer. Elle pensa à consulter un psy. Mais que dire? Je perds pied à cause d'un homme sans nom qui apparaît et disparaît, me regarde comme si j'étais la fin d'un poème qu'il n'écrira jamais, et me laisse avec plus de silence que de souvenirs. Alors elle se tut, mais une nuit, elle sentit quelque chose. Dans son sommeil, une présence. Elle se réveilla. Rien, silence. Mais sa fenêtre était entr'ouverte, et sur son oreiller, un mot griffonné d'une écriture nerveuse: Et si tu savais ce que je retiens chaque fois que je ne te touche pas. Elle pleura, non de douleur, mais de cette étrange beauté de savoir qu'on est aimé, même dans le non-dit, même dans le refus. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Jusqu'ici, chapitre 4. Les zones d'ombre. Juliette commença à remarquer des détails qui lui échappaient avant. D'âme signe ténu, presque insignifiant, mais qui s'accumulait. Une sensation d'être suivie, parfois. Un parfum discret sur un vêtement qu'elle n'avait pas porté depuis longtemps. Une page cornée dans un livre qu'elle n'avait pas encore ouvert. Une lampe allumée alors qu'elle était certaine de l'avoir éteinte. Et toujours cette impression qu'il était là, non pas présent, mais inscrit dans le décor, comme une empreinte thermique sur les murs. Elle oscillait entre deux extrêmes, l'euphorie et la panique. Il lui manquait de plus en plus violemment. Et pourtant, une partie d'elle commençait à avoir peur, pas de lui, mais de ce qu'il faisait d'elle. Elle tenta de reprendre le contrôle, revoir ses amis, replonger dans son travail, éteindre son téléphone, ignorer les ombres, mais rien n'y faisait. Il avait planté en elle quelque chose d'irréversible, une faille. Un soir, elle décida de le confronter. S'il réapparaissait, elle ne se tairait plus. Elle exigerait des réponses. Un nom, un cadre, un minimum de vérité. Et il revint. Ce fut dans un musée, un lundi soir, fermé au public. Mais la porte était entrebâillée. Elle y entra, sans réfléchir. Les couloirs baignés de lumière diffuse, les œuvres figées dans leur silence d'éternité.
Il était là, seul, devant un tableau de Francis Bacon, une silhouette tordue par la douleur. Il ne se retourna pas, mais il savait qu'elle était là. Pourquoi ici? Demanda-t-elle. Parce qu'ici, les cris sont silencieux. Elle s'approcha lentement. Tu joues avec moi. Tu entres. Tu sors. Tu me poses des énigmes. Tu me déposes comme un secret sur le bord du sommeil. Il la regarda enfin. Ses yeux étaient fatigués, mais intacts, incisifs. Je ne joue pas. Je me retiens. De quoi? De t'emmener trop loin. Il s'approcha, toucha son poignet du bout des doigts. Elle sentit une chaleur irrationnelle remonter son bras. Tu veux que je sois réel. Je comprends, mais le réel est plus dangereux que moi. Il fait des promesses qu'on ne tient pas. Et toi? Moi, je ne promets rien. C'est pour ça que tu continues. Il se tut, puis ajouta tu ne sais pas ce que j'ai traversé, ni ce que je suis capable de faire quand je crois aimer quelqu'un. Le mot aimer la frappa comme une gifle. Il l'avait dit sans trembler, comme une évidence. Mais aussitôt, il se détourna. Elle voulut le retenir, mais il avait déjà disparu dans l'ombre du couloir. Juliette rentra chez elle bouleversée. Cette fois, ce n'était plus du trouble. C'était de la peur. Une peur douce, intime, impossible à nommer. Ce n'était pas lui. C'était ce qu'il réveillait, en elle. Cette part obscure qu'elle avait toujours contenue, et qui maintenant s'ouvrait. Elle ouvrit le tiroir de sa table de nuit, et vit un carnet noir. Ce n'était pas le sien. À l'intérieur des pages denses. Dames observations, sur elle. Dame lieu. Dame jour. Dame phrase qu'elle avait dite, mot pour mot. Dame croquis aussi, de son visage endormi, de ses mains, de sa nuque. Et une dernière page, plus récente, elle commence à douter, mais elle reste. Elle sait déjà que la chute est inévitable. Et pourtant, elle avance. Elle referma le carnet, tremblante. Ce n'était plus une histoire, c'était une emprise. Mais alors, pourquoi ne pouvait-elle pas fuir? Chapitre 5. L'intimité du Vertigel ne revint pas pendant 2 mois. Pendant ce silence, Juliette connut une forme de manque qu'aucun mot n'expliquait. Ce n'était pas une absence physique, c'était pire. C'était une absence à l'intérieur d'elle-même, comme si elle avait laissé une porte ouverte et que le vent ne cessait d'y entrer. Elle tenta de reprendre pied, coupa les réseaux sociaux, changea de routine, s'éloigna même de Paris pendant quelques jours, mais où qu'elle aille, elle emportait avec elle ce silence lourd qu'il avait laissé dans son sillage. Une nuit, elle rêva qu'il l'embrassait. Mais ce n'était pas un baiser doux, c'était un baiser impossible entre 2 mondes, entre 2 êtres incapables de se rejoindre vraiment. Lorsqu'elle se réveilla, elle pleurait sans bruit. Elle se sentit ridicule, faible, dangereusement vulnérable. Alors elle écrivit une lettre, à lui, sans adresse, sans timbre, une confession sans espoir. Elle y mit tout ce qu'elle ne lui avait jamais dit. Elle la brûla le lendemain sans la relire. Ce fut à ce moment-là qu'il revint. Elle sortait d'un théâtre, seule. Elle avait passé la soirée à feindre l'intérêt, à sourire mécaniquement. En remontant le boulevard, elle sentit quelque chose. Ce même frisson familier. Elle s'arrêta. Il était là, dos contre un arbre, le col du manteau relevé, les mains dans les poches, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas disparu. Elle ne bougea pas. Tu m'espionnes? Demanda-t-elle, glaciale. Il haussa les épaules. Non, je te surveille. Quelle différence? Il s'approcha, lentement. Espionner, c'est vouloir savoir. Surveiller, c'est vouloir protéger. Elle voulut le gifler, mais ses mains tremblaient. Tu ne protèges rien. Tu détruis doucement. Il la regarda longuement. Puis, très bas, tu ne sais pas à quel point j'essaie de ne pas te faire de mal. Ils marchèrent ensemble jusqu'à chez elle. Pas un mot. Le silence entre eux était plus dense que la ville entière. Lorsqu'ils arrivèrent à sa porte, elle s'arrêta. Je ne veux pas que tu entres. Il ne protesta pas, mais il posa sa main sur la sienne. Et ce simple contact fit tout céder. Elle ouvrit. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Il ne parla presque pas. Il la regardait, comme s'il voulait graver chaque fragment de son visage. Elle sentit, pour la première fois, une faiblesse chez lui. Une faille nue, visible, presque douloureuse. Il s'assit sur le sol, dos au mur, jambes repliées. Elle s'assit en face. Aucun des deux ne toucha l'autre.
Il murmura: quand j'étais enfant, ma mère disparaissait parfois. Dame heure, dame jour. Je ne savais jamais quand elle reviendrait. Et chaque fois qu'elle revenait, elle faisait comme si elle n'était jamais partie. Elle disait que l'amour, c'était comme une lampe, il fallait juste changer l'ampoule quand ça ne brillait plus. Un silence. Depuis, je ne sais pas comment on reste. Alors je pars avant que ça s'éteigne. Elle s'approcha, très doucement, et posa sa main sur la sienne. Je ne veux pas d'une lumière, je veux ton ombre. Il leva les yeux. Pour la première fois, elle crut y voir une peur réelle, une peur d'être crue. Il la toucha enfin, mais pas comme un homme, touchant une femme. Il la toucha comme on touche une cicatrice, avec respect, avec vertige, avec cette conscience que tout peut saigner à nouveau. Et cette nuit-là, rien ne fut consommé, rien ne fut possédé, mais tout fut offert. Le lendemain, il avait disparu, comme toujours, mais il avait laissé, sur le miroir de la salle de bain, un mot écrit à la craie: ne me pardonne pas, retiens-moi. Chapitre 6. L'autre visage. Pendant plusieurs jours, Juliette resta figée, comme si son corps refusait de repartir, comme si chaque geste, se lever, parler, respirer devenait un effort qui lui coûtait quelque chose de vital. Elle avait cru, cette fois, que quelque chose avait basculé, qu'il avait entrouvert une porte, laissé entrevoir un pan de lui-même qu'elle pourrait enfin toucher. Mais c'était pire, car maintenant, elle savait qu'il pouvait rester, et qu'il choisissait de ne pas le faire. Elle retourna au musée, là où ils s'étaient retrouvés. Rien n'avait changé, les tableaux toujours là, le même Bacon sur le mur, mais elle n'éprouvait plus la même fascination. Elle ressentait un vide, comme si, à force de regarder les abîmes des autres, elle n'avait pas vu les siens se creuser. En quittant le lieu, elle croisa une femme, élégante, silencieuse, qui la fixa un peu trop longtemps. Juliette détourna les yeux, mais sentit un frisson. Quelque chose clochait. Le lendemain, elle reçut un message. Une première. Il ne lui écrivait jamais. Ce soir, rue du Dragon, 23 heures. Ne sois pas en retard. Elle hésita. Chaque partie d'elle criait prudence. Mais sa volonté était hors de contrôle depuis longtemps. Elle s'y rendit. La rue était presque vide, sombre. Il l'attendait à l'entrée d'un immeuble discret, un vieil hôtel particulier. Sans un mot, il la fit entrer. Escalier ancien, mur plein d'ombre. Il ouvrit une porte, lentement. À l'intérieur, une pièce immense, tapissée de livres et de photos. Elle s'avança, troublée. Dame portrait, dame regard, tout en noir et blanc, certains vieux, d'autres récents. Et au centre, une photo d'elle, posée sur un chevalet, capturée à son insu. Elle rit nerveusement. Tu collectionnes les fantômes? Il répondit calmement, je collectionne ce que je n'arrive pas à oublier. Et moi, je suis quoi alors? Une obsession? Une cible? Il s'approcha. Tu es une échappée. La seule qui n'obéit pas à mes lois. Elle regarda autour, puis vit une autre photo. Une femme, belle, triste, vivante. Juliette la reconnut. C'était la femme qu'elle avait croisée au musée. Elle montra la photo du doigt, la voix soudain plus coupante. Qui sait? Il hésita, puis dit, elle s'appelait Irina. Elle est partie. Partie où? Un silence. Elle n'a pas supporté mon absence, mon silence. Elle s'est noyée. Juliette sentit son cœur ralentir, comme si chaque battement devenait lourd, pesant. Tu l'aimais? Il ferma les yeux. Je ne sais pas si je l'aimais. Mais elle m'a aimé plus que moi-même. Et c'est peut-être ce qui l'a détruite. Juliette s'éloigna. Une colère sourde montait en elle. Ce n'était plus du désir. C'était de la révolte. Elle n'était pas un chapitre de plus dans ses blessures. Elle refusait de devenir un écho d'une douleur précédente. Tu me racontes ça pour que je parte? Ou pour que je reste avec cette peur? Il s'approcha lentement. Sa voix se fit rauque. Je te le dis pour que tu comprennes que ce n'est pas un jeu, que je suis incapable d'aimer sans blesser. Elle le fixa longuement, puis murmura. Mais moi, je suis capable d'aimer en saignant. Il voulut parler. Elle posa un doigt sur ses lèvres. Ne dis rien. Pas ce soir. Si tu restes, tu dors. Si tu pars, tu ne reviens plus. Il resta. Cette nuit-là, ils ne dormirent presque pas. Mais ils ne se parlèrent pas non plus. Ils étaient simplement là. Deux présences dans la nuit. Deux corps qui se reconnaissaient sans se posséder.
Au petit matin, elle se réveilla seule. Mais cette fois, il avait laissé quelque chose, un dossier, posé sur la table. À l'intérieur, des articles de journaux, Dame photo, Dame note, Dame nom. Juliette comprit alors que ce qu'il fuyait n'était pas seulement intérieur, c'était réel. Et peut-être dangereux. Chapitre 7. L'homme sans nom. Le dossier était épais. Une dizaine de feuillets. Dame article jauni. Dame rapport de police flou. Dame coupure comme arrachée à une chronologie invisible. Juliette s'assit lentement. Elle sentit que ce qu'elle allait lire allait tout changer. Le premier article datait de 2016. Une femme retrouvée morte dans un appartement de la rue Oberkampf. Cause indéterminée. Aucun signe de lutte. Pas de témoin. Elle s'appelait Maëlys B. 33 ans. Enseignante. L'article mentionnait une relation ambiguë avec un homme dont le nom ne figurait nulle part. Le deuxième article parlait d'un photographe disparu. Frédéric S. 40 ans. Porté disparu depuis novembre 2018. Sa compagne de l'époque n'avait jamais été retrouvée. Aucune piste. Et ainsi de suite. 6 femmes. 6 histoires différentes. Mais toujours la même note dans les marges, présence masculine constante, jamais identifiée. Signalement contradictoire. Profil insaisissable. Et une photo. Mal cadrée. Floue. Mais c'était lui. Ou plutôt, quelqu'un qui lui ressemblait. Très exactement. Juliette sentit une onde glacée traverser son dos. Elle ne savait plus si elle tremblait de peur, de désir ou d'absurdité. Elle voulut fermer le dossier, le brûler, l'oublier, mais quelque chose l'en empêchait. Elle passa la journée enfermée chez elle, reprit chaque page, chaque ligne, essayant de repérer ce qui relèverait de la coïncidence. Mais non, il y avait un motif, une spirale, un type de femme, un schéma de disparition, et surtout toujours des histoires d'amour, ambiguës, éphémères, intenses. Elle se demanda, suis-je la suivante? Mais plus elle y pensait, plus une autre question la rongeait, et si je ne voulais pas l'éviter, il réapparut le soir même, comme si rien ne s'était passé. Vêtu de noir, les cheveux légèrement mouillés, il entra sans frapper. Elle ne bougea pas. Tu sais que je sais, dit-elle simplement. Il hocha la tête, puis s'assit, très calmement. Je t'ai laissé ce dossier pour que tu puisses choisir. Choisir quoi? Il la regarda longuement. De continuer ou de vivre. Elle le fixa, interdite. Tu te crois si dangereux que ça? Je ne me crois rien. Je me constate, et je vois les traces, les ruines, un silence. Et moi? Je suis quoi dans cette suite de victimes? Il se leva, lentement, s'approcha, posant ses mains sur ses épaules, doucement. Tu es la première qui lit jusqu'au bout. Elle frissonna. Pourquoi tu ne m'as pas fui? Il sourit, presque tristement. Parce que tu regardes mes ombres sans les reculer. Ils restèrent ainsi, longtemps, sans bouger. Deux êtres au bord d'un choix impossible. Juliette savait. Elle pouvait tout arrêter, partir, dénoncer, oublier, le rejeter. Mais au fond d'elle, une autre voix murmurait, et si ce vertige, c'était ça, aimer? Il dormit là, ou fit semblant. À l'aube, elle se leva, observa son visage endormi. Et elle écrivit, sur un bout de papier, une seule phrase, je ne veux pas te sauver. Je veux tomber avec toi. Mais alors qu'elle glissait le mot près de lui, elle aperçut, dépassant de sa poche, un autre document, un papier plié. Elle hésita, puis le prit, et ce qu'elle lut changea tout. C'était une lettre, écrite à la main, signée de la femme du musée, Irina. Elle était vivante. Et elle le suppliait de ne jamais mêler une autre femme à ce qu'ils avaient vécu. Chapitre 8. La vérité dérobée. Juliette relut la lettre plusieurs fois. C'était une écriture, fine, élégante, nerveuse dans les derniers mots. Chaque phrase était comme un murmure, un cri étouffé. Tu ne dois pas recommencer. Je t'en supplie. Ne fais pas avec elle ce que tu as fait avec moi. Ce qu'on avait, c'était un labyrinthe. Je me suis perdu trop longtemps à croire que tu voulais en sortir avec moi. Mais tu ne veux jamais sortir. Tu veux que les autres s'y perdent. Tu me retrouveras peut-être, mais ce ne sera plus moi. Je suis partie, et je te laisse avec ce silence que tu as creusé entre nous. Irina. Juliette sentit sa gorge se serrer.
Il lui avait dit qu'Irine s'était noyée. Et pourtant, elle l'écrivait, vivante, fuyante, présente dans l'ombre, comme un fantôme qui aurait choisi de respirer ailleurs. Elle remit la lettre à sa place, referma la poche de son manteau, doucement, puis s'assit. Il dormait toujours, ou faisait semblant. Elle l'observa longtemps, et se demanda, non pas qui il était, mais combien de lui existait. Quand il ouvrit les yeux, elle était assise à la fenêtre, une tasse de thé à la main. Elle ne dit rien. Il s'étira, puis s'approcha. Tu as lu la lettre. Ce n'était pas une question. Elle ne répondit pas tout de suite. Pourquoi tu m'as menti? Il baissa les yeux. Je ne t'ai pas menti. J'ai raconté une version de l'histoire, celle qui m'arrangeait. Et maintenant, tu veux que je t'arrange aussi? Il s'assit face à elle. Non, je veux que tu partes. Elle le regarda calmement. Et si je reste? Alors tu devras comprendre quelque chose, je ne suis pas celui que tu attends. Je ne suis pas un homme à aimer. Je suis une fiction, qui prend forme quand quelqu'un me regarde trop longtemps. Elle murmura, mais tu es la fiction que j'ai choisie. Il posa sa main sur sa joue. Une caresse infiniment lente. Je ne veux pas te blesser, Juliette. Tu m'as déjà blessée. Mais j'ai choisi où? Un silence. Elle ajouta, ce que tu fais, ce n'est pas aimer. C'est disparaître. Encore et encore. Tu habites les creux, les silences, les absences. Tu crois que ça te protège. Mais tu n'existes que dans la douleur des autres. Il recula comme frappé. Tu me haïras, peut-être, mais au moins, ce sera réel. Les jours suivants furent troubles. Il ne se voyait pas, mais il écrivait. Chaque nuit, elle trouvait un mot glissé sous sa porte. Une ligne, une phrase. Toujours mystérieuse, toujours chargée. Aujourd'hui j'ai rêvé que tu ne me reconnaissais plus. C'était un soulagement, et une punition. Si tu savais le nombre de fois où j'ai voulu t'appeler par un autre nom, juste pour te protéger de moi. Je voudrais t'arracher à moi, comme on arrache une lame plantée trop profondément. Elle les gardait tout, les rangeait, les relisait comme une forme de prière négative. Puis, un soir, elle reçut un appel. Numéro inconnu. Une voix de femme. Légère. Brisée. C'est toi, Juliette? Oui. Je suis Irina. Un silence absolu. Tu ne devrais pas rester. Il te détruira. Il ne veut pas. Mais il le fera. Juliette chuchota et pourtant, tu l'aimes encore. Irina rit. Un rire triste. L'amour, parfois, c'est juste une forme d'accident qui dure trop longtemps. Puis elle raccrocha. Ce soir-là, Juliette comprit qu'il n'y aurait pas d'issue heureuse, seulement des choix, et que parfois, aimer, c'est rester au bord sans jamais sauter. Mais elle sentait déjà qu'elle avait sauté depuis longtemps. Elle ne touchait plus. Terre. Chapitre 9. Les cercles concentriques et Juliette renonça à résister au vertige. Elle cessa d'attendre des réponses nettes, des gestes familiers, des promesses. Il n'y aurait pas de normalité ici, juste des intensités. Elle s'autorisa à le revoir, pas comme avant, plus comme une amoureuse en attente, mais comme une funambule marchant au-dessus du vide, les yeux ouverts. Il l'attendait dans un appartement inconnu. Encore un nouveau lieu, toujours différent, comme s'il refusait l'ancrage, ou comme s'il n'habitait que le mouvement. À l'intérieur, presque rien. Une table, deux verres, un carnet ouvert, une phrase encre noire, ce que j'écris. Je le perds. Ce que je ne dise pas, je le garde vivant. Il était assis, dos à la fenêtre. La lumière pâle découpait sa silhouette. Il leva les yeux. Ne dis rien. Juliette s'approcha. Lentement. Tu as parlé à Irina. Ce n'était pas une question. Il acquiesça. Elle est partie. Parce qu'elle a compris ce que toi, tu refuses encore de voir. Et qu'est-ce que je refuse? Que je suis incapable de te rendre ce que tu me donnes. Elle resta droite, calme. Je ne te donne rien. Je te montre. Ce que tu fais de ça, c'est à toi. Il se leva, s'approcha, mais ne la toucha pas. Tu ne veux pas être sauvée, Juliette. Et toi, tu ne veux pas l'être non plus. Ils se regardèrent, longtemps, jusqu'à ce que le silence devienne une forme de contact. Les jours suivants, elle remarqua des détails étranges. Dame Jean qui semblait la suivre. Un homme à casquette noire, vu 3 fois dans des lieux différents. Une sensation d'être observée. Même seule, même la nuit. Elle lui en parla. Il la fixa, inquiet.
Tu n'aurais pas dû chercher, pas Irina. Maintenant, ils savent. Ils. Qui? Il soupira. Ferma les yeux. Je t'ai mise en danger. Tu dis ça comme si ce n'était pas volontaire. Il serra les poings. Je voulais que tu saches. Mais pas ça. Pas encore. Il finit par lui dire, par morceaux. Il avait été mêlé, il y a des années, à une affaire trouble. Pas illégale au sens strict, mais opaque. Dame-femme choisie, dame-lien provoqué, observé, puis détruit. Il n'avait jamais tout su, mais il avait compris trop tard qu'il avait été l'outil, le vecteur. Il s'était enfui. D'autres étaient restés. Et Juliette, en s'approchant trop près, venait de réveiller quelque chose qui aurait dû rester enfoui. Elle ne paniqua pas. Elle demanda: Tu m'as aimé ou on t'a envoyé? Il s'approcha, lentement. Voix brisée: On m'a envoyé. Et puis je t'ai aimé. C'est pour ça que c'est devenu dangereux. Elle le gifla, doucement, sans colère, avec cette vérité silencieuse qu'on ne peut avaler. Puis elle murmura: Alors maintenant, tu restes, ou tu fuis pour de bon. Il resta, cette nuit-là, mais ils ne se touchèrent pas. Deux corps en guerre couchés dans le même lit, séparés par une vérité trop vive pour être effleurée. À l'aube, il souffla: Je vais devoir disparaître. Pour de vrai, cette fois. Elle ne répondit pas. Elle se leva, regarda Paris depuis la fenêtre. La lumière du jour n'annonçait rien. Alors disparaît. Mais pas sans moi. Chapitre 10. Le pacte du silencel ne répondit pas tout de suite. Restait figé, comme s'il venait de perdre son dernier repère. Elle venait de dire ce qu'il n'avait jamais osé entendre. Disparaît. Mais pas sans moi. Il s'approcha d'elle. Tout près. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Je sais exactement. Ce soir-là, ils quittèrent l'appartement. Direction la gare. Dernier train pour une ville du sud. Il ne dit pas son nom. Elle ne posa pas de questions. Elle le suivait désormais avec un abandon qu'on confond parfois avec la confiance. Dans le train, peu de mots. Mais dans ses yeux, tout était là: fatigue, peur et une tendresse profonde, presque confessionnelle. Ils arrivèrent de nuit. Petite maison de pierre, isolée, près d'un ancien vignoble. L'endroit semblait oublié du monde. Les jours devinrent suspendus. Il ne faisait presque rien. Marchait, mangeait peu, parlait à peine. Mais ils étaient ensemble. Sans tension, sans peur immédiate. Une trêve fragile. Et dans cette lenteur, Juliette le vit changer. Ou peut-être redevenir, lire, écrire. Rester assis longtemps sur le seuil, regard perdu. Mais elle voyait aussi, il restait en alerte. Chaque bruit le faisait sursauter. Chaque silence semblait porter la menace d'un orage. Un matin, elle le trouva dans la cave. Il tenait un vieux téléphone à clapet. Tu ne devrais pas me voir comme ça. Comme quoi? Quelqu'un qui a peur. Elle s'approcha. Mais tu as peur. Et moi, je suis celle qui reste. Il la regarda. Et pour la première fois, quelque chose céda. Il posa sa tête contre son épaule. Elle le serra, en silence, sans promesse. Elle ne partirait pas. Mais ce soir-là, un bruit, une voiture, deux ombres. Il éteignit tout. Un geste pour lui dire de se taire. Ils restèrent au sol, main dans la main, respiration suspendue. Il la serrait trop fort. Le silence revint. Mais, ils savaient, on les avait retrouvés. Ils ne dormirent pas. À l'aube, on doit partir. Ce soir, avant la nuit. Où? Nulle part. Mais loin. Elle le suivit. Mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. Il n'était plus l'homme des débuts. Il devenait une version nouvelle, acculée et dangereuse. Avant de partir, il lui tendit une clé. Si je ne reviens pas, tu sauras quoi faire. Revenir d'où? Il la regarda longtemps. D'un endroit où je suis toujours resté. Chapitre 11. Là où les nonces taisant-ils quittèrent la maison au crépuscule. Lui, tendu. Chaque détour devenait menace. Elle, à ses côtés, silencieuse. Ce n'était plus l'heure des questions. Tout était fuite, mais une fuite consciente. Un pacte d'ombre. Dames heures de route. Pas de musique, pas de mots. La radio morte. Elle aurait voulu lui dire que tout cela virait au rêve. Mais non. C'était la vraie vie, celle qui déborde. Ils s'arrêtèrent en forêt. Bâtisse abandonnée. Volets arrachés. Sol poussiéreux. Feuilles mortes. Il alluma une lanterne. Sortit un sac. Un carnet. Une arme.
Elle le regarda. Tu vas me dire ce que tu fuis. Je ne fuis pas. Je termine. Terminer quoi? Il s'assit, raconta. Il avait été recruté 8 ans plus tôt. Fondation privée. Études psychologiques non officielles. Objectif tester les limites du lien humain. Créer des attachements extrêmes. Par l'art, la parole, la séduction. Et puis disparaître. Il appelait ça le programme miroir. Ce que je faisais, n'était pas de l'amour. C'était une expérience. Je déclenchais la perte. Pour observer la reconstruction, Juliette sentit son ventre se nouer. Et moi, sujet d'étude? Non. Mon erreur. Il la fixa, parce que je suis restée. Elle resta silencieuse. Puis alors, tu veux fuir l'expérience? Ou ceux qui t'ont laissé jouer à Dieu? Ils m'ont laissé partir, pas oublier. Et toi, tu es une variable imprévue, un bruit. Derrière la maison, ils se figèrent. Il éteignit la lanterne. Lui tendit la clé. Si je tombe, tu vas là où elle ouvre. Et tu détruis tout. Promets-moi. Je ne promets plus rien. Il la regarda. Alors promets-toi de survivre. Il sortit. Dans l'ombre. Juliette resta seule. 40 minutes. Dame bruit. Dame voix. Puis le silence. Un silence lourd. Il ne revint pas. Elle attendit l'aube. Puis prit la clé. Et partit. Chapitre 13. Le récit comme arme. Juliette resta enfermée pendant 3 jours. Elle ne dormit presque pas. Elle mangea à peine. Mais elle écrivit. Ce n'était pas un journal, ni une confession. C'était un manifeste, une déconstruction, précise, froide, viscérale de tout ce qu'elle avait vécu avec lui, contre lui, malgré lui. Elle n'adoucit rien. Elle retraça le programme, les rencontres, les phrases choisies pour séduire, les silences utilisés comme des aiguilles. Elle décrivit l'envoûtement, le besoin, la lente descente dans l'obsession. Mais surtout, elle raconta ce que personne n'avait osé formuler jusque-là, que l'amour pouvait être utilisé comme une expérience invasive, une technologie invisible, et que personne ne vérifiait les dégâts, car les victimes ne portaient pas de blessures visibles, juste des traces, d'âme vide, d'âme silence dévasté. Elle posta le texte sur plusieurs plateformes, un pseudonyme, d'âme fragment, d'âme dossier flouté, d'âmes extraits de lettres. Dame date, dame lieu, et à la fin, une seule signature J. Elle ne s'attendait pas à une révolution. Elle voulait seulement allumer une lumière dans un lieu qu'ils avaient bâti pour rester obscur. Mais l'impact fut immédiat. Commentaires, repostes, questions, messages privés. D'autres femmes. Dames récits similaires. Dames souvenirs flous. Dames coïncidences trop nombreuses. Elle n'était pas seule. Le 3e jour, elle reçut un mail. Anonyme. Une pièce jointe. Elle hésita avant d'ouvrir. C'était une vidéo. Floue. Instable. Un couloir. Une caméra de surveillance. Lui. Il courait. Du sang sur le visage. Puis, coupure. Elle le regarda 20 fois. Anesthésiée. Était-il encore vivant? Ou voulait-on qu'elle croie qu'il ne l'était plus? Elle retourna à l'atelier. Tout avait été nettoyé. Les dossiers, les photos, les traces, mais pas la porte. La serrure abîmée portait encore la marque de la clé qu'elle avait utilisée. C'était un message, subtil mais clair. On lui laissait la vie, pour l'instant, mais elle était surveillée. Ce soir-là, elle retourna dans son ancien appartement. Pour la première fois depuis des jours, tout semblait intact, trop intact. Et sur son lit, une rose, sèche, presque noire. Et un mot. Je suis désolée, mais tu as fait ce qu'il fallait. Même si je ne reviens pas, tu m'as libérée. Tu m'as vue. Et ça, personne ne l'avait fait. Aucune signature. Mais elle reconnut son écriture. Elle s'allongea. Ferma les yeux. Elle ne savait plus si elle voulait qu'il vive ou non. Mais elle savait que maintenant, elle pouvait vivre sans lui. Et c'était une victoire silencieuse. Elle commença à répondre aux messages. Discrètement. En codant ses mots, en croisant les récits, en récoltant les preuves. Elle n'allait pas les dénoncer, elle allait les exposer. Elle n'était plus une cible, elle devenait une voix, et dans le miroir de la salle de bain, un reflet qu'elle ne reconnaissait plus totalement ses propres yeux. Changé, ce n'était plus de la douleur, c'était de la détermination.
Chapitre 14. L'endroit où l'on cesse d'attendre Juliette s'était transformé, non pas en héroïne, ni en victime éclairée, ni en justicière mais en une présence pleine. Intacte malgré les fractures, éveillée malgré les nuits. Chaque matin, elle écrivait. Pas pour penser, pour documenter. Elle n'était plus seule. D'autres femmes lui répondaient, par fragments, par allusions, d'âmes phrases comme moi. Aussi, je l'ai cru invisible. Il m'a dit que j'étais la première. Il disparaissait dès que je doutais. Elle venait d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, de Belgique. Et toutes parlaient de la même chose, sans toujours oser le nommer, cette violence douce, impossible à dénoncer. L'invasion par le lien, la manipulation par l'adoration. Un jour, elle reçut une lettre manuscrite, sans adresse, glissée dans une enveloppe noire. À l'intérieur, quelques lignes, j'ai détruit les données, celles qu'on avait sur toi. Tu n'existes plus dans leur système. Mais moi, je ne suis plus tout à fait dans le monde non plus. Je reste dans la marge, là où personne ne me cherche, là où toi seul peux encore me penser. Ce qu'on a vécu, ce n'était pas une erreur, c'était une collision, une forme de vérité qu'on ne peut pas habiter trop longtemps. Elle ne pleura pas, elle sourit, amèrement, tendrement. Il avait survécu, mais il restait fidèle à sa nature intangible. Retirée, ailleurs, ce soir-là, elle sortit, se rendit au bord de la Seine, là où tout avait commencé pour elle, avant lui, avant l'histoire, avant les fissures. Elle s'assit. Le vent était frais. Paris brillait, indifférente et magnifique. Elle pensa à ce qu'elle avait traversé, à tout ce qu'elle avait accepté, à tout ce qu'elle ne laisserait plus jamais faire. Et elle pensa à lui, non plus comme à une blessure, mais comme à une empreinte, un homme sans place qui s'était glissé dans l'interstice exact de sa solitude, et qu'elle avait aimé. Malgré, contre, au-delà, son téléphone vibra. Un message. Aucun nom, seulement un point, un lieu, et une heure. Elle hésita, puis éteignit l'écran. Elle ne voulait plus de fin suspendue. Elle ne voulait plus de rendez-vous dans l'ombre. Si c'était lui, il comprendrait. Elle ne serait plus l'attente. Elle serait l'après. Elle rentra chez elle. Et sur son mur, elle accrocha une seule photo, son propre reflet, prise par elle-même. Les yeux calmes, les traits francs, vivantes. Dans le silence de l'appartement, elle alluma une bougie et relut la première phrase qu'elle avait écrite il y a des semaines. Ce que j'ai cru être une histoire d'amour était un miroir, mais c'est moi que j'y ai retrouvé. Chapitre 15. Ce que l'on devient quand on ne fuit plus le matin s'était levé sans hâte. Juliette ouvrit les yeux sans alarme, sans sursaut. Il n'y avait plus de course, plus de poursuite. Juste la lumière pâle sur les draps, et un silence neuf, le genre de silence qu'on ne subit pas, mais qu'on choisit. Elle se leva, prépara du café, fit ce qu'elle n'avait pas fait. Depuis des mois, lire sans guetter une ombre, regarder par la fenêtre sans chercher un signe. Elle existait, simplement, mais avec une conscience aiguë de ce que cela voulait dire, maintenant. Exister, ce n'était plus attendre qu'il revienne. Ce n'était plus revivre l'histoire à travers chaque souvenir. Ce n'était plus le désirer comme une absence précieuse. C'était l'avoir laissé partir, sans elle, et s'être retrouvé, sans lui. Dans sa boîte mail, un message l'attendait. Aucune adresse connue, aucun objet, seulement 2 mots tu écris. Je lis. Elle ferma l'ordinateur. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà écrit tout ce qu'il fallait dire. Et maintenant, c'était à d'autres de le lire, d'en faire quelque chose. Ou pas. Elle n'était plus le centre. Elle était un point parmi d'autres dans un tissu invisible qui prenait enfin forme, celui des femmes qui refusent que le mystère serve de cage. Qui refusent que la fascination soit une excuse. Juliette sortit de chez elle. Elle se tenait droite, les épaules ouvertes, le regard vif, non pas protégée mais prête. Elle savait que l'histoire pouvait revenir. Il pouvait réapparaître, ou pas, mais elle ne disparaîtrait plus. Dans une librairie du Marais, elle déposa un manuscrit, anonyme. Titre Les lueurs qui brûlent doucement. Elle n'attendait aucune réponse. Elle déposait, elle transmettait, elle déposait l'histoire comme une graine. Quelqu'un, quelque part, lirait, et reconnaîtrait, et peut-être, guérirait un peu plus vite. Elle marcha.
jusqu'au quai où elle l'avait vu la première fois. Le quai 3. Vide, ce matin-là. Silence doux, air froid. Elle se posta là, un instant, juste pour fermer une boucle. Elle regarda les rails, puis tourna les talons. Et cette fois, elle partit la première. Fin.